Et dans la plupart des grandes villes, eh bien, le suspense est total. Et d'abord le choc à Marseille, où le maire sortant, Benoît Payan, est au coude à coude avec le candidat du Rassemblement national, Franck Alizio. Le candidat des socialistes a refusé une alliance avec les Insoumis et a déjà déposé sa liste. Jean-Luc Mélenchon dénonce son irresponsabilité. Noémie Dahan, Alexandre Lépinay. Ils avancent, déterminés à ne pas tendre la main à la France insoumise. Ce matin, le maire sortant d'Hiver Gauche, Benoît Payan, est venu déposer ses listes en préfecture. Et ce sera sans LFI. Face au Rassemblement national, il n'y a ni compromission, ni tambouille, ni arrangement. Il n'y a qu'une seule ligne, celle de la clarté, ça a toujours été la nôtre. Défier seul l'extrême droite, un pari risqué, mais salué par ses électeurs. C'est très très courageux, parce qu'il campe sur ses positions. Pour une fois, un politique dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, donc c'est un truc un peu nouveau, donc très bien. S'il s'était allié à la France insoumise, je crois qu'il aurait perdu beaucoup de l'autre côté aussi. Car à Marseille, le RN a obtenu 35% des voix, un score inédit. Alors pour faire basculer la ville, son candidat Franck Alizio repart déjà en campagne. Bonjour madame. Bonjour. Oh, c'était déjà vos portes. Oui, tout à fait, attention. Félicitations et continuez bien. Merci. Dimanche prochain. Moi, je suis très optimiste. Et j'y crois, voilà. Diriger Marseille, une vitrine pour le RN. Inacceptable pour les électeurs de la France insoumise qui veulent encore croire à une union de la gauche. Je pense qu'il est temps de mettre les égos de côté, de part et d'autre, et de s'associer contre le fascisme. Leur chef de file, Sébastien Delogu, crédité de 12%, dénonce, je cite, l'irresponsabilité de Benoît Payan et lui lance un appel. Nous avons jusqu'à mardi 18h pour redéposer une liste d'union contre le Rassemblement national à Marseille. Nous appelons le peuple de Marseille à faire entendre sa voix pour créer les conditions de rassemblement et battre définitivement l'extrême droite dans notre magnifique ville de Marseille. Division à gauche, mais aussi à droite, où la candidate Martine Vassal a décidé de se maintenir au deuxième tour. Nos courants doivent continuer à être représentés. Alors se dirige-t-on vers une quadrangulaire? Dans la deuxième ville de France, la bataille pour la mairie de Marseille reste totalement ouverte. Et dans le premier chiffre que vous deviez lire, que je vous ai donné au début du journal, il fallait lire 33 326 communes où il n'y aura pas de second tour, où les maires ont déjà été élus hier. Une ville où ça s'annonce très serré en revanche, c'est Lyon. L'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, longtemps favori des sondages, est finalement arrivé légèrement derrière la liste du maire sortant, Grégory Doucet. Ce dernier annonce ce soir être rejoint par la candidate insoumise, Alexandre Pérou, Denis Sébastien et Marjorie Nadal. Sourire vissé aux lèvres, Jean-Michel Aulas, de retour sur le terrain pour une opération porte-à-porte. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Il faut voter dimanche, hein. Oui. Bien sûr. Passé la déception de son score d'hier, opération remobilisation pour le match retour de dimanche prochain. On peut plus faire confiance aux sondages maintenant. On était un peu déçus des résultats. La deuxième place sonne comme un désaveu pour celui qui se voyait déjà maire de Lyon, mais ne lui parlait pas d'échec. Non mais c'est une plaisanterie. Je suis parti de zéro et je fais jeu égal avec quelqu'un qui a toutes les clés de la ville depuis 6 ans. Il n'y a pas eu de problème dans cette campagne selon vous ? Mais il y a sûrement eu des problèmes, comme a eu M. Doucet aussi. Grégory Doucet, qui a savouré sa courte avance hier soir comme une victoire. Sa remontada, comme il dit, serait une promesse pour le second tour. Ce n'est pas qu'un résultat, c'est une dynamique, et cette dynamique, non, on ne l'arrêtera pas. Et pour essayer de s'assurer la victoire dimanche, le maire sortant a conclu, en fin d'après-midi, une alliance avec la candidate insoumise arrivée 3e. Une fusion technique selon cette dernière, avec un seul objectif. Tout faire pour faire en sorte de balayer Jean-Michel Aulas et sa droite réactionnaire dès dimanche. Nous appelons bien évidemment à une forte mobilisation. Jean-Michel Aulas qui dénonce une alliance de la honte. Quant aux Lyonnais, ils sont mitigés. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est quand même 10% des voix. Et puis sinon, ces voix, elles iront soit pas voter, soit elles iront voter pour Aulas. Donc, Je suis totalement contre. C'est trop facile de faire des accords dans ce sens-là. Les écologistes sont les écologistes, ils n'ont rien à voir avec LFI.
Cet accord pourrait aussi être un risque pour Grégory Doucet. Certains de ses proches craignent en coulisses qu'il ne froisse une partie des électeurs modérés qui ont voté pour lui au premier tour. La bataille de Paris maintenant, où Rachida Dati a été largement distanciée hier par le candidat socialiste Emmanuel Grégoire, qui a plus de 12 points d'avance. Emmanuel Grégoire refuse de s'allier aux Insoumis, il l'a dit aujourd'hui. Dans un instant, Pierre-Yves Bournazel, le candidat de Renaissance, nous dira s'il accepte ou non la main tendue de Rachida Dati. Mais d'abord, les rapports de force dans la capitale avec Astrid Mesmorian, Martin Baumer et Nicolas Berthelot. On va tourner à gauche. On va tourner à gauche. Cet après-midi, le socialiste Emmanuel Grégoire marche un peu sur l'eau dans les rues de Paris. En tête, il estime ne pas avoir besoin de Sophia Chikirou, la candidate LFI, arrivée 3e, pour l'emporter dimanche. On se connaît avec Madame Chikirou. D'abord, j'ai pas le souvenir qu'elle m'ait appelé pendant la campagne, si ce n'est m'insulter. L'AFP m'a posé 12 000 fois la question de savoir si j'allais m'allier avec LFI. 12 000 fois. Et 12 000 fois, j'ai dit non. D'accord. Derrière les portes de la mairie du 7e arrondissement, autre ambiance. Rachida Dati accuse le coup. 5 candidats sont qualifiés, dont elle, arrivée 2e, mais elle est distancée de plus de 10 points. Les électeurs qui la soutiennent ont leur explication. Ce que je crains, c'est que ses adversaires aient joué sur ce qu'ils appellent ces casseroles judiciaires. À partir du moment où la droite est assez conne pour mettre 3 candidats, bon. Certains veulent croire à un sursaut, même s'il vient de l'extrême droite. Elle peut gagner, si elle s'associe. Sarah Knafo, elle, a réitéré ce matin son appel à l'union des droites. Madame Dati, je vous parle d'un accord de femme à femme. Ensemble, nous avons le pouvoir de battre la gauche. Hypothèse toujours rejetée par Rachida Dati. Depuis hier soir, en revanche, les téléphones chauffent entre elle et Pierre-Yves Bournazel, le candidat centriste. Son préalable à une discussion avec Rachida Dati, affirme un de ses proches, c'est le rejet de toute alliance, même indirecte, avec l'extrême droite. Pour le moment, pas de réponse. Prise en étau, Rachida Dati peut-elle encore l'emporter ? Autre arbitre, Sophia Chikirou. Face au refus d'alliance des socialistes, elle maintient sa liste. Il y aura des bulletins Sophia Chikirou dimanche 22 mars pour que les électeurs qui se sont portés sur nous au premier tour puissent confirmer ce vote ce dimanche. 2 candidats de gauche, c'est une lueur d'espoir pour Rachida Dati. Pierre-Yves Bournazel, lui, vient d'annoncer il y a quelques instants son ralliement. Pierre-Yves Bournazel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le candidat Renaissance Horizon pour la mairie de Paris. Vous avez obtenu plus de 11% des voix hier soir. Vous êtes donc en position de vous maintenir pour le second tour. Allez-vous le faire ou allez-vous rejoindre Rachida Dati ? Bon, d'abord, je voudrais remercier les près de 100 000 Parisiens qui m'ont fait confiance au premier tour et qui ont souhaité le changement, qui ont souhaité défendre des valeurs. Et je les ai défendus dans cette campagne. Et hier soir, j'ai discuté avec Rachida Dati, qui est notre candidate du changement et de l'alternance à Paris. Et nous avons discuté aussi aujourd'hui. Et pour moi, ce qui était important, c'est les valeurs. Les valeurs, c'est le refus de l'extrémisme politique et de l'extrême droite à Paris et du danger de Madame Knafo. Je vois que l'extrême gauche progresse aussi dans le pays. Je vois des alliances entre le Parti socialiste et LFI dans certaines villes. Et moi, je veux être clair sur les valeurs. Et Rachida Dati s'est engagée sur les valeurs et sur la lutte contre l'extrémisme politique. Elle s'est engagée sur le projet, notamment sur le périscolaire, qui me tient à cœur quand je vois les violences contre les enfants. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir que nous avons décidé de fusionner nos listes. Pourquoi ? Parce qu'une majorité de Parisiens attend le changement et l'alternance. Et que, dans mon équipe, une majorité de colistiers et tous les partis qui me soutiennent souhaitaient ce changement et cette alternance et donc cette fusion. Donc vous fusionnez avec Rachida Dati et pourtant il y a 3 semaines, vous disiez vous-même je ne ferai aucune alliance, ni avec Emmanuel Grégoire, ni avec Rachida Dati. Vous ajoutiez même en visant Rachida Dati, moi je ne pratique pas l'intimidation, la brutalisation et la menace. C'est pour ça que vous avez changé d'avis? Non, je vais vous dire avec beaucoup de franchise les choses. J'étais candidat pour être maire de Paris. Le prochain maire de Paris, ça sera soit Emmanuel Grégoire, soit Rachida Dati. Et il appartient aux Parisiennes et aux Parisiens de décider. Le collectif qui m'accompagne, mes colistiers, mes partis, souhaitent le changement et je l'accompagne. Je permets cette fusion dans la clarté des principes contre l'extrémisme politique. Pour moi, le chemin s'arrête. Le chemin s'arrête puisque les Parisiens n'ont pas souhaité que je sois le prochain maire de Paris. Je le respecte profondément. Ça fait 18 ans que je suis engagé. Mon devoir s'arrête là. J'ai permis aux Parisiens qui veulent le changement de pouvoir réussir ce changement, aux partis colistiers qui veulent le changement de pouvoir le réussir. Donc vous ne serez pas candidat sur cette liste de fusion avec Rachida Dati? Je ne suis pas candidat parce que pour moi, eh bien, ça s'arrête là. J'ai réalisé mon devoir. Et en politique, vous savez, je suis élu de Paris depuis 18 ans. Il faut savoir à un moment tourner une page. La vie est longue et puis notre vie va commencer pour moi.
Merci Merci à vous. Bournazel de nous avoir confirmé donc qu'il y aura fusion à Paris entre votre liste et Rachida Dati. Au-delà des grandes villes, maintenant, arrêtons-nous sur les principaux enseignements politiques de ce premier tour, avec d'abord une abstention record pour des municipales hors Covid, mais aussi la poussée du Rassemblement national et de la France insoumise, le retour du clivage gauche-droite et le bloc central qui s'affaiblit. Tour d'horizon avec Julien Cholin, Sigrid Demisoire et Arantxa Belderrein. Quels enseignements au lendemain de ce premier tour? Qu'ont dit les Français qui se sont exprimés hier? Tour d'horizon dans ce journal de campagne, avec d'abord la percée insoumise. À Toulouse, Sarcelles ou encore Roubaix, où David Guiraud, le député du Nord, manque de peu l'élection dès le premier tour, avec 46,6% des voix. Il est là le meilleur. Pas une surprise pour beaucoup d'habitants. Il a préparé ça dans les quartiers depuis longtemps, sans que peut-être les autres y soient attentifs. La droite, elle, parvient à se maintenir. 81% pour David Lisnard, élu dès le premier tour à Cannes, 63% pour Jean-François Copé à Meaux. Les Républicains qui revendiquent plus de 10 000 communes déjà remportées, et pas moins de 43 élus LR dès le premier tour, dans les villes de plus de 30 000 habitants. LR est la formation dominante, celle qui a le plus de villes au plan municipal. Il y a réellement une présence, un enracinement et des sortants, souvent renouvelés, qui sont très puissamment enracinés. Le PS aussi est en mesure de conserver nombre de ses places fortes, comme à Montpellier ou à Rennes, où Nathalie Appéré se hisse en tête. En Outre-mer, pas de bouleversement, à l'image de la socialiste Erika Barex, élue au premier tour à Saint-Denis de la Réunion. Parce qu'il y a de la confiance. Le RN, quant à lui, sécurise ses places fortes, en faisant élire dès le premier tour les maires de Perpignan, Hénin-Beaumont et Beaucaire. Que deviennent les villes écologistes ? Les habitants ont-ils renouvelé leur confiance aux maires de ces 8 grandes villes, emportées en 2020 par Europe Écologie Les Verts? Si les sortants se qualifient partout, à Grenoble, c'est l'ancien maire LR, Alain Carignon, qui passe en tête, devant l'écologiste Laurence Ruffin. Une surprise dans cette ville verte depuis 2014. Côté bloc central, François Bayrou est bien placé à Pau, mais les espoirs de conquête sont minces. Seuls Annecy et Bordeaux semblent à la portée des macronistes. Les listes qui le peuvent ont jusqu'à demain soir 18h pour fusionner ou se maintenir. La percée de la France insoumise dans plusieurs grandes villes place le Parti socialiste face à un dilemme. Le PS a exclu toute alliance avec les insoumis au niveau national, mais ça c'est la théorie. Au niveau local, il y a des exceptions à Brest, à Nantes, à Avignon, mais aussi à Toulouse. Parti socialiste et insoumis ont décidé de fusionner leurs listes. Chloé Tixier, Anne Domy, Marie-Candice Delouvrier et Mélior Mohamed. Une nuit de négociations aura suffi pour sceller leur alliance. Là, je vous regarde. À Toulouse, photo de famille entre les deux candidats LFI et PS. En cas de victoire, la mairie pour les insoumis, la métropole pour les socialistes. Moi, je l'avais contacté pour lui dire ma disponibilité pour trouver le chemin du rassemblement. Pour moi, ça ne souffrait d'aucune autre possibilité. Pourtant, les deux candidats n'ont cessé de se déchirer pendant la campagne. Des désaccords qu'ils assurent avoir mis de côté pour battre le maire sortant de droite, Jean-Luc Moudinque. Lui est arrivé en tête du premier tour et dénonce cette alliance. C'est une honte politique et morale, contraire aux déclarations du Bureau national du Parti socialiste il y a quelques jours à peine. Ce rapprochement de la gauche laisse les électeurs divisés. Moi, ça me convient totalement qu'il y ait une alliance. Pour moi, c'est important qu'il y ait un renouvellement à Toulouse. Je reconnais qu'il y a des choses bien dans le programme LFI aussi, mais après, on ne peut pas non plus complètement occulter la position nationale. En moins de 24 heures, les alliances entre socialistes, insoumis et écologistes se multiplient. Des accords contre la droite ont aussi été conclus à Avignon, Besançon, Brest, Clermont-Ferrand, Tours, Limoges, Nantes ou encore Grenoble.
À Lille, la configuration est tout autre. Le PS est talonné par la candidate insoumise. Les écologistes arrivés en 3e position ont les cartes en main et ils ont décidé de s'allier avec le maire sortant socialiste. On vit dans un monde quand même où tout se délite, tout est fragile. Il y avait besoin de se retrouver et de montrer la force de la gauche aujourd'hui dans une ville qui est profondément de gauche. Des illusions pour LFI qui continuent ce soir de tracter malgré tout. Ils ont préféré cracher sur un programme de rupture et préférer la continuité avec le Parti socialiste. C'est leur décision, c'est leur choix politique. En tout cas, moi, mon choix politique, c'est d'assumer la responsabilité que les habitants nous ont confiée et on ira jusqu'au bout. Qualifiée aussi pour le second tour, la candidate Renaissance appelle au vote tous ceux qui ne veulent pas donner carte blanche à l'Alliance. De son côté, la tête de liste RN dit incarner la seule alternative de droite. Olivier Faure, bonsoir. Bonsoir Léa Salamé. Vous aviez fixé une règle, il n'y aura aucune alliance au niveau national avec la France insoumise. Et voilà qu'on apprend qu'à Toulouse, à Nantes, à Brest, à Avignon, à Clermont-Ferrand, il y aura une fusion des listes PS-LFI. Ils vous ont désobéi, ils ne vous ont pas écouté. Vous venez de le dire vous-même, en raison des déclarations de Jean-Luc Mélenchon, avec lesquelles je suis en profond désaccord, il n'y a pas eu d'accord national avec la France insoumise. Maintenant, vous allez me parler de 5 villes. Il y a quasiment 35 000 communes en France. Vous allez me parler de 5 villes. Ce ne sont pas des petites villes. Ce ne sont pas des petites villes. Ce sont des grandes villes emblématiques où vous aviez dit il n'y aura pas d'alliance. La question qui est posée dans une élection municipale, c'est de savoir comment les gens seront gouvernés dans leur ville. Et la question qui est posée, c'est est-ce qu'on préfère que demain, les tarifs pour la cantine, que l'encadrement des loyers, que la question de la tarification pour les transports scolaires passe de gauche à droite avec les conséquences pour les familles que l'on sait, ou est-ce qu'au contraire, on défend ces familles et on fait en sorte qu'il y ait la possibilité de poursuivre des politiques de gauche. Donc vous les soutenez, vous les soutenez, Olivier Faure. Pour ma part, je comprends parfaitement les choix qui sont faits, même si, évidemment, et là peut-être apporterez-vous des indications, si l'un d'entre eux, parmi ceux qui ont conclu des alliances, avait lui-même été à l'origine de propos antisémites, de propos qui seraient des propos qui seraient inqualifiables, injustifiables, alors effectivement, je prendrai mes responsabilités en demandant immédiatement à ce que cette liste soit suspendue. Olivier Faure, mais pour l'instant, vous me direz où ça se trouve, je ne le vois pas. Olivier Faure, vous dites, je les comprends, ceux qui font alliance avec LFI. Est-ce que les Français, est-ce que vos électeurs vont vous comprendre quand, pendant la campagne, vous vous êtes insulté en vous traitant des pires mots, vous parlez du mot antisémite, et finalement, quoi? Dans l'entre-deux tours, on fait ardoise magique. Si on prend le cas de Toulouse, votre candidat, François Briançon, il y a encore une semaine, il dénonçait les ambiguïtés répétées de Jean-Luc Mélenchon qui abîment la gauche. C'était ses mots. Qu'est-ce qui a changé en une semaine? Mais rien n'a changé. En fait, les mots de Jean-Luc Mélenchon abîment, divisent et affaiblissent la gauche. Maintenant, ça ne veut pas dire que François Piquemal à Toulouse puisse être associé aux mots de Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que tous les insoumis sont devenus, en fait, les clones de Jean-Luc Mélenchon. C'est parfois le cas. Et dans ces cas-là, aucune alliance n'est possible avec eux. Mais allez voir ce qui s'est passé à Toulouse. Regardez la campagne qu'a menée François Piquemal et vous verrez que personne n'a pu dire au premier tour qu'il avait été... Il avait eu un comportement qui dénotait et il a été un candidat parfaitement acceptable. Et c'est un débat démocratique qui a eu lieu. Je n'y suis pour rien. Moi, je plaidais pour François Briançon. François Briançon est arrivé non pas premier à gauche, mais second à gauche. Il a fait le choix de s'allier avec François Piquemal pour permettre aux Toulousains d'avoir une alternance. Et pour ces raisons-là, je pense que personne ne peut les soupçonner de quoi que ce soit. Donc vous, Olivier Faure, vous seriez habitant à Toulouse, vous votez sans problème François Piquemal? Si j'étais habitant à Toulouse, effectivement, je voterais François Piquemal. Alors même qu'il n'y a pas de menace du Rassemblement national, puisque c'est un candidat de centre-droit que vous affrontez. Attendez, je vois partout en France la droite et l'extrême droite qui s'allient partout, qui sont en train de faire en sorte d'avaler l'extrême droite avaler progressivement la droite, de faire en sorte que désormais leurs programmes se confondent. Et on va me parler en fait du programme de François Piquemal, qui en l'occurrence, si vous me trouvez une ligne sur laquelle on trouve discrimination, racisme, antisémitisme, si on voit qu'il y a à quelconque moment une régression possible, comme c'est le cas dans le programme de Madame Dati, par exemple, à Paris, alors effectivement, je vous dirais que vous avez raison. Mais tant que vous ne m'aurez pas prouvé qu'il y a une régression possible pour les habitants de Toulouse, effectivement, je me battrai pour que la gauche l'emporte. À Marseille, alors, il a tort, Benoît Payan, de refuser
toute alliance avec les Insoumis, alors que là, il y a un vrai risque RN. Il est irresponsable, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon? Non, il n'est pas irresponsable. Ce qui est irresponsable, c'est que la France Insoumise se maintienne. Et comment voulez-vous, dans une ville comme celle-là, j'ai parlé de la campagne respectueuse de François Piquemal, mais je pourrais parler de celle de Sébastien Delogu. En l'occurrence, il a passé son temps à taper sur le Parti socialiste, comme d'ailleurs Sophia Chikirou à Paris. Et donc, vous ne pouvez pas, par souci de cohérence, vous retrouver avec des gens qui vous ont conspué, qui ont expliqué que leur désir le plus profond était de vous battre, et ensuite faire semblant de se raccommoder entre les deux tours. Votre ligne, Olivier Faure, c'est à géométrie variable. Mais c'est-à-dire qu'il y a une distinction entre des gens qui ont eu un comportement qui était parfaitement démocratique et qui ont joué le jeu de la démocratie, qui sont passés devant, et encore une fois, je le répète, sur les 250 villes qui sont plus de 30 000 habitants, il y a 80 villes où les socialistes sont en tête. Il y en a 5 où les Insoumis le sont. Donc franchement, essayons de ne pas regarder à chaque fois notre petit doigt, regardons devant nous et faisons en sorte que les Français puissent vivre mieux demain dans leur ville. Merci Olivier Faure, et on donnera la parole à Manuel Bompard pour les Insoumis dans quelques minutes et à Louis Alliot pour le Rassemblement national. Et justement, c'est un des autres grands enseignements de ce premier tour. Le RN en force élargit son ancrage local avec des réélections dès le premier tour à Perpignan ou à Hénin-Beaumont, des conquêtes comme à Cagnes-sur-Mer, mais aussi des déceptions à Lens, à Saint-Dizier. Hier, Jordan Bardella a tendu la main au parti de droite pour faire barrage à la gauche. Caroline Motte, Margot Mallet, Jean-Christophe Battaria. Pas de vague RN, mais des victoires incontestables. La réélection de Louis Alliot à Perpignan dès le premier tour, une promenade de santé et des habitants apparemment satisfaits de son action. Ça montre qu'il ne faut pas tellement avoir peur du RN comme les gens le disent, et qu'apparemment ils sont capables de faire des choses qui nous conviennent. C'était couru d'avance, c'est un bon maire. Après, il faut enlever l'étiquette politique pour un maire, ça n'a pas d'intérêt. Le parti lepéniste conserve d'autres bastions. 60% des voix à Beaucaire, 78 à Hénin-Beaumont. Et il remporte plusieurs villes, surtout dans le Pas-de-Calais et le Sud-Est. À Toulon, Laure Lavalette arrive largement en tête, mais elle n'est pas sûre de l'emporter. C'est pas le RN qui va passer, hein. Donc au deuxième tour, ils vont s'allier les deux autres et puis ils passeront. Hein. Et en effet, les deux listes de droite se sont unies. Voilà pourquoi Jordan Bardella, soucieux de parler le premier hier soir, a tendu la main à la droite. Je vous appelle à vous choisir des maires profondément patriotes qui seront la voie de l'alternance et du redressement de la nation. Lentement, mais sûrement, l'extrême droite s'implante localement et progresse. Pour autant, la vague bleu marine n'a pas déferlé. Le parti a vu ses espoirs doucher dans plusieurs villes moyennes qu'il convoitait. Échec à Lens, Calais ou Narbonne. Des défaites liées en partie à des problèmes de recrutement récurrents au RN. Il y a clairement un problème de sélection de personnel politique, de bons candidats. La preuve en est, c'est que le RN a en fait présenté des candidatures, mais il n'en a pas présenté autant que ça. Il en a pas présenté sur l'ensemble du territoire, ce qui montre que le recrutement dans ce parti est encore une difficulté. Et dans la plupart des grandes villes, le RN atteint toujours ses limites. Moins de 8% à Strasbourg, à Lyon ou à Montpellier. Quant à Paris, le candidat Thierry Mariani n'a pas atteint les 2%. Et puis il y a le duel fratricide à Nice. Éric Ciotti est parvenu à siphonner une partie de la droite républicaine hier. Il est largement en tête avec 13 points d'avance sur son ex-allié Christian Estrosi. Le maire sortant en appelle au Front républicain, mais la candidate de gauche, arrivée 3e, a décidé ce soir de se maintenir. Audrey Richier, Virginie Liadou. Mais la bouteille de champagne au frais. Voilà. Merci beaucoup. Il faut se mobiliser dimanche. Tout sourire dans les rues de Nice, Éric Ciotti salue ses soutiens qui l'ont placé largement en tête au premier tour de l'élection municipale. C'est pas l'extrême droite qu'on met au pouvoir, c'est l'homme. C'est différent. Pourquoi ? Les élections municipales, c'est l'élection d'un maire, d'une personne, pas d'un parti. C'est bien de changer pour voir. Faut pas, Même si c'est l'extrême droite ? C'est pas que l'extrême droite. Puis de toute façon, moi, ça me dérange pas. Donc voilà. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il faut les essayer aussi, il n'y a pas de raison. Et le candidat de l'Union des droites, soutenu par le Rassemblement national, multiplie les attaques contre son ancien ami Christian Estrosi. La caricature de la menace de l'extrême droite, c'est pas une grosse ficelle, c'est un baobab de la part du maire sortant. Ma liste, elle n'a pas d'étiquette. La seule étiquette, c'est Nice.
De son côté, le maire sortant, qui compte 12 points de retard sur son rival, est reparti en campagne ce matin en appelant la candidate écologiste arrivée en 3e position à un front républicain. Je n'imagine pas un seul instant que Mme Juliette Chénel-Leroux ne puisse pas prendre la décision de se retirer et de faire prendre à Nice la responsabilité d'avoir donné la 5e ville de France à l'extrême droite. Un appel que partagent les électeurs de Christian Estrosi. Pour moi, clairement, Estrosi, c'est le seul candidat qui peut gagner face à Éric Ciotti, donc il faut que la gauche se retire. Mais ce couple qui a voté à gauche refuse d'y penser. C'est pas la démocratie et je trouve que c'est important qu'elle se maintienne. Oui. Trop de compromissions tuent la démocratie. Cet après-midi, la candidate écologiste a mis fin au suspense. Elle a déposé sa liste en préfecture et sera donc bien présente au second tour. Elle va même plus loin. Si Christian Estrosi aime véritablement cette ville et ses valeurs, nous lui demandons solennellement de se retirer immédiatement de la vie politique. Les 3 candidats espèrent aussi récupérer quelques voix des abstentionnistes. 46% des électeurs n'ont pas voté à Nice hier. Louis Alliot, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez candidat à Perpignan et réélu hier soir dès le premier tour. Le RN qui accroît son ancrage local dans plusieurs villes. Hier soir, dans son discours, Jordan Bardella a tendu la main à la droite sincère. C'est qui, c'est quoi la droite sincère? La droite sincère, c'est celles et ceux qui ont le courage tout simplement de venir discuter avec nous quand on voit à l'égal de la gauche ce que le Parti socialiste peut faire avec LFI. Et Dieu sait si LFI aujourd'hui est beaucoup plus dangereux que ceux que certains présentent en faveur de notre formation politique. Donc ça arrive, vous savez, il y a des maires courageux, il y a des candidats courageux. Mais qui, par exemple? Moi, chez moi, l'ancien maire de Perpignan, par exemple, qui était LR, a appelé à voter pour moi au premier tour de cette élection municipale. Donc ça existe, et j'ai intégré dans ma liste des candidats de son ancienne équipe, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un front anti-gauche qui doit se constituer et qui, malheureusement, ne dépasse pas le cadre des états-majors politiques. Oui, pour l'instant, il y a aussi un front républicain qui se constitue, dans certaines villes. Est-ce que vous ne craignez pas que, comme aux dernières législatives il y a un an, ça vous empêche de gagner plusieurs villes? À Toulon, par exemple, Laure-Lavalette, faire face à une candidature fusionnée des 2 candidats de droite. Oui, mais ça ne fonctionne pas. En 2014... Aux législatives, ça avait marché. En 2014, ça avait fonctionné contre moi, par exemple. En 2020, ça n'a pas fonctionné. Je pense que les électeurs ne veulent plus être instrumentalisés par, justement, ces fusions qui, finalement, sont des alliances contraires dans les 2e tours. Donc, je pense que Laure-Lavalette a toutes ses chances. Et à Toulon, on a fait l'expérience de la droite maintenant depuis trop longtemps. Il faut que le RN prenne les choses en main pour remettre Toulon dans le droit chemin. Toulon, ce n'est pas la droite sincère. Non, c'est plutôt la droite courbe. Avez-vous des déceptions dans certaines villes? Vous espériez Lens, Saint-Dizier, vous espériez Calais. Comment vous expliquez ces déceptions? Je ne connais pas les réalités locales, mais je ne sais pas quel est le contexte peut-être particulier de ces villes. Mais ailleurs, j'entendais votre reportage tout à l'heure qui parlait de Narbonne, mais on est en tête à Carcassonne, par exemple, et avec de bonnes chances de gagner cette ville. À Paris, en revanche, votre candidat Thierry Mariani n'a obtenu qu'1,6% des voix. Comment vous expliquez ce mauvais score à Paris? Vos électeurs ont voté Sarah Knafo? Oui, je pense qu'ils se sont reportés sur Mme Knafo dans un vote utile, en quelque sorte patriote, dans ce premier tour des élections parisiennes. Mais il va être intéressant de voir ce 2e tour à Paris. Vous auriez voté quoi, vous, à Paris? Knafo ou Dati, là? Au dimanche 2e tour prochain, oui. À titre personnel, je pense que j'aurais voté Dati, oui, comme à Toulouse, M. Moudin, sans coup fait rire. Vous voteriez Rachida Dati. Ce premier tour est aussi marqué, vous l'avez dit, par une poussée de la France insoumise. Comment vous l'expliquez, ce vote insoumis? Qu'est-ce qu'il dit de la France et est-ce que c'est un prélude à 2027? Très honnêtement, pas partout. Il faut regarder les chiffres attentivement. Dans des grandes villes, oui, mais dans des villes moyennes, pas du tout. Et à Perpignan, il recule même. C'est pour vous dire que ce n'est pas un front irréversible. Et donc je pense qu'il faut dire les choses sur la France insoumise. Il faut relever ses discours. M. Mélenchon, à Perpignan, c'est là où il avait fait son jeu de mots sur le candidat socialiste. Et je pense que les alliances, aujourd'hui, entre la France insoumise et le Parti socialiste, mettent le Parti socialiste dans le camp de la honte. J'attends d'ailleurs que Mme Delga, la présidente de région, prenne position, parce qu'à l'heure où on se parle, je ne l'ai pas entendue pour savoir à Toulouse ce qu'elle va faire elle-même.
Merci à vous, Louis Alliot, d'être venu réagir ce soir sur notre plateau du 20h. Autre score très attendu hier, le Havre. Édouard Philippe a fait mentir les sondages. L'ancien Premier ministre est largement en tête, avec 10 points d'avance sur son adversaire communiste, Jean-Paul Lecoq. Édouard Philippe a conditionné sa candidature à la présidentielle à une victoire dans sa ville. Béatrice Gelot, Thierry Curtet, Noé Salem. Depuis ce matin, le visage d'Édouard Philippe s'affiche à nouveau dans les rues du Havre. Pour le meeting de jeudi. Pendant qu'une partie des équipes se charge du collage, l'autre travaille à la stratégie du second tour à la permanence de campagne. Édouard Philippe devait assister à cette réunion. Finalement, il ne s'est pas montré. Son entourage se montre confiant. Vous posez 2 petites questions? Non, je suis désolé, merci. C'est bien, mais faudra continuer à se battre. Je pense qu'il y a eu un vote utile dès le premier tour. Tout le monde a bien compris les enjeux que représentait ce premier tour pour notre ville. Et voilà, donc maintenant on va continuer. Rendez-vous dimanche prochain. Hier soir, Édouard Philippe est apparu soulagé, 10 points d'avance sur son adversaire. Un scénario pas écrit d'avance. Je voudrais dire, mesdames et messieurs, que les élections ne sont pas les sondages. Que, en démocratie, ce sont les électeurs qui décident. Pourtant, les Havrais sont inquiets. L'ambition présidentielle d'Édouard Philippe les laisse perplexes sur l'avenir. Peut-être que les Havrais se sont dit oui, mais il va partir, il ne va plus rester là à la tête de la mairie, etc. C'est un peu dommage d'élire un maire qui s'en va être président après. Mais s'il fait ça, c'est que j'imagine qu'il sait ce qu'il fait et que voilà. Abattu mais pas vaincu, le communiste Jean-Paul Lecoq est parti à la conquête des abstentionnistes. Près de la moitié des Havrais ont boudé les urnes. Allez, nous on continue. On y croit. On pense qu'on peut gagner. Son angle d'attaque, les ambitions élyséennes d'Édouard Philippe. Il prétend que s'il devient président, il servira le Havre. Et les Havrais, il a démontré quand il était Premier ministre qu'il ne le faisait pas. Nous, notre unique objectif, c'est les Havraises, les Havrais et le Havre. Surprise dans cette bataille, la présence de l'extrême droite Franck Keller, qui n'a pas l'intention de se désister. On impose la triangulaire qu'Édouard Philippe ne voulait pas. Il avait annoncé qu'il gagnerait facilement, il avait laissé entendre. Eh bien non, il y aura une triangulaire. Édouard Philippe a conditionné son avenir national à cette élection locale. Ses réserves de voix sont limitées dans cette triangulaire inédite depuis 30 ans. Ce qui a marqué aussi ce scrutin, c'est la surprise insoumise dans plusieurs grandes villes. On en parlait, à Toulouse, on l'a vu, à Limoges aussi, mais aussi à Roubaix, où le candidat LFI David Guiraud, largement en tête avec 46% des voix, est parti pour l'emporter. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon a aussi été payante dans la deuxième ville d'Île-de-France, Saint-Denis, arrachée aux socialistes dès le premier tour. Magali Boissin, Mazir Abdelli et Nabir El Abid. Dans les rues de Saint-Denis, impossible pour Bali Bagayoko de faire 10 mètres sans être arrêté. Selfie, embrassade. L'enfant du pays élu au premier tour prend sa revanche, 6 ans après avoir perdu à la précédente élection. Personne n'aurait imaginé que quelqu'un, y compris de nos quartiers, y compris héritier de l'immigration, merci à vous, puisse demain devenir, merci à vous, merci, puisse devenir en fait maire de la ville. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. On a fait mentir tous les pronostic. Une victoire éclatante grâce à un électorat très populaire. Hier soir, à l'hôtel de ville, peu après l'annonce des résultats, parmi les premiers slogans scandés par les militants, certains rejoignaient les prises de position du parti au niveau national. Saint-Denis, terre communiste pendant 75 ans, lieu idéal pour que la France insoumise s'ancre localement. On sait aussi qu'ici, il y a une vraie taille de résistance. Une vraie taille de résistance parce que l'histoire de Saint-Denis est aussi une histoire avant tout ouvrière. Et donc ça coche en fait avec ce que nous sommes. Pour les habitants, la personnalité de Bali Bagayoko aujourd'hui, c'est Bali, a permis de mobiliser. C'est fini. Voilà. Parce que c'est un vrai Dionysien. C'est-à-dire, il a mangé de la pierre comme nous, donc il saura comment gérer les situations. Il connaît le parti, on va dire, les costumes cravates, et il connaît la cité. Moi, j'ai fait la fête déjà hier soir, moi, quand elle a été élue. C'est-à-dire, moi, ce matin, je me suis réveillé, j'étais content, parce qu'elle amène de l'espoir. Le maire sortant socialiste n'a pas souhaité répondre à nos questions. Dans un communiqué, il affirme « Être votre maire pendant 6 ans a été un grand honneur et une immense fierté. Je siégerai dès samedi matin dans l'opposition. » Cette retraitée, qui vit depuis des années à Saint-Denis, regrette cette alternance. Très déçue. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il faisait plein de choses. Là, je pense à Saint-Denis.
au niveau environnement, au niveau de plein de choses. Voilà. Saint-Denis et ses 150 000 habitants deviennent pour l'instant la première ville de France gérée par la France Insoumise. Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinateur de la France Insoumise, LFI, qui a donc réalisé une percée, effectivement, dans des grandes villes, à Saint-Denis, on l'a vu, à Roubaix, bien placé à Toulouse, à Limoges. Ça veut dire que la radicalité paie, que le bruit et la fureur, comme l'avait théorisé Jean-Luc Mélenchon, ça paye? Bon, ça veut dire surtout, je pense que les électrices et les électeurs ne sont pas dupes des polémiques et des calomnies qui sont proférées régulièrement à l'égard ou à l'encontre de la France Insoumise et qui se sont pleinement, largement mobilisés pour appuyer des listes qui défendent des mesures qui sont des mesures concrètes pour la gratuité des cantines scolaires, pour l'accessibilité des transports en commun, pour lutter contre le logement indigne, pour le référendum d'initiative citoyenne. Moi, j'appelle évidemment les électrices et les électeurs à amplifier cette dynamique dès le second tour qui aura lieu dimanche prochain en votant pour des listes de la gauche de rupture qui sont présentes dans des centaines de villes partout en France. Alors les alliances, à Marseille, Benoît Payan vous a dit non pour la main tendue, pas de tambouille, a-t-il dit. Sébastien Delogu doit-il se retirer pour faire barrage au Rassemblement national puisqu'ils sont au coude à coude? Mais d'abord, Benoît Payan, s'il devait confirmer sa décision, prendrait une décision d'une irresponsabilité absolue. Il a déjà déposé sa liste pour le second tour. Oui, mais il est tout à fait possible, jusqu'à demain 18h, qui est la date limite de dépôt des listes, de changer d'avis. Et moi, je l'appelle à changer d'avis, parce qu'à Marseille, on ne peut pas prendre le risque que la deuxième ville de France bascule à l'extrême droite et au Rassemblement national. Moi, je suis député de Marseille, je connais cette ville, et je sais qu'elle ne veut pas avoir à sa tête un maire du Rassemblement national. Mais donc, est-ce que ce n'est pas votre responsabilité, justement, de retirer, que votre candidat se retire? Précisément, si nous voulons l'emporter à Marseille, nous avons besoin que l'ensemble des électrices et des électeurs qui se sont mobilisés sur des listes différentes au premier tour, celle de M. Payan et celle de M. Delogu, se mobilisent sur la liste de gauche au second tour de l'élection municipale. Et pour ça, il faut rassembler les listes. C'est la seule garantie pour battre l'extrême droite. Et j'appelle Benoît Payan ce soir à revenir à la raison. À Paris, Sophia Chikirou a dit qu'elle se maintient. Là aussi, vous prenez le risque de faire gagner la droite, de faire gagner Rachida Dati en vous maintenant. C'est M. Grégoire qui prend ce risque, puisque Mme Chikirou a pris la parole hier et a dit qu'elle attendait le coup de fil de M. Grégoire et qu'elle était prête au rassemblement et à la fusion. Il n'est pas venu, le coup de fil? Il n'est pas venu, et donc Sophia Chikirou a annoncé ce soir qu'elle avait effectivement déposé sa liste pour le second tour. Et à Paris, comme partout ailleurs, j'appelle les électrices et les électeurs à renforcer la dynamique autour de la liste de Sophia Chikirou. Emmanuel Grégoire s'explique en disant que votre campagne a été très agressive contre lui, notamment contre ses colistiers. Sophia Chikirou elle-même disait à l'automne, il ne faut pas qu'un socialiste soit maire de Paris. Mais précisément, et c'est le cas à Marseille d'ailleurs comme à Paris, les candidats socialistes nous reprochent en quelque sorte de vouloir gouverner la ville, de candidater, de présenter des listes. Quand on est démocrate, on tient compte du résultat des élections, sinon on est M. Macron. Et donc si on n'est pas M. Macron et qu'on tient compte du résultat des élections, au soir du second tour, on organise le rassemblement des listes présentes au premier tour, au prorata des électrices et des électeurs qui se sont mobilisés Dernière sur chacune question. des listes. Vous avez écouté Olivier Faure tout à l'heure, à votre place. Vous comprenez sa position? Il y a les bons insoumis avec qui on peut faire des fusions et puis les autres? Non, c'est une position absolument incompréhensible. Et je vais vous dire, moi, je passerai l'essentiel de mon énergie et de mon temps à mobiliser les électrices et les électeurs pour le second tour. Et donc je les appelle à Toulouse, où le rassemblement a été organisé autour de François Piquemal. Je les appelle à Roubaix, je les appelle à Limoges, je les appelle à Lille, à se mobiliser massivement dimanche pour faire en sorte qu'on puisse amplifier encore la belle dynamique qu'on a pu observer hier soir pour le premier tour de l'élection municipale. Merci Manuel Bompard d'avoir été avec nous. Pour retrouver dans le détail tous les résultats de ce premier tour, ville par ville, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche juste là en bas de votre écran.